La question de la sécurité, tant de la partie Est que partout en République démocratique du Congo, reste cruciale au-delà des clivages ethnico-politiques. Ce sera un défi majeur du nouveau quinquennat du président de la République. Voici le deuxième dossier. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans le front? Vous êtes prêts à aller dans le Bundisa? Très bien. Malgré la résilience de la RDC, la sécurité est l'un des défis les plus importants pour le pays de Félix Tshisekedi. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est considérablement détériorée, surtout dans la province du Nord Kivu, où les FARDC font face aux rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. En dépit des accords de cessez-le-feu imposés par les États-Unis, les deux parties s'accusent mutuellement de violations. Cette situation continue à créer une tension entre la RDC et le Rwanda, et ce sont les populations des territoires de Masisi et Rutshuru qui en payent les frais. Comment sortir de ce cycle infernal? C'est le plus grand défi du nouveau quinquennat de Félix Tshisekedi. Lors de son discours après la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, le président de la République a promis de s'investir pour plus de sécurité pour tous les Congolais, mais aussi de poursuivre sans désemparer la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 pour la montée en puissance des FARDC, afin de mieux sécuriser le pays. La RDC peut aussi compter sur les organisations sous-régionales pour relever ce défi. Face au M23, la force régionale de la SADC se positionne en avant-plan. Confirmée depuis l'année passée, la venue de cette force est effective. Elle est composée des armées sud-africaines, tanzaniennes et malawites. La mission avait déjà commencé son déploiement depuis le 15 décembre 2023, avec à sa tête le général-major sud-africain Munwambisi Diakopu, ancien de la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO. Plusieurs avertis voient en cette nomination un signal clair envoyé par la SADC, qui définit le mandat de sa force. Et pourtant, la question du volet offensif de cette force semble être nébuleuse. Si pour les uns, il convient de ne pas s'emballer, car la mission de cette force s'inscrit dans le pacte de sécurité collective de l'Organisation d'Afrique australe, sans pour autant préciser le cadre d'intervention des militaires. Pour d'autres, il s'agit d'aider le gouvernement de la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans sa partie Est, qui a connu une augmentation des conflits et l'instabilité causée par la résurgence des groupes armés. Dans un communiqué de la SADC en début de cette année, l'organisation sous-régionale note que le déploiement de la SAMIDRC est conforme aux principes d'autodéfense collective et d'action collective énoncés dans le pacte de défense mutuelle de la SADC en 2003. Il est ainsi indiqué que toute attaque armée perpétrée contre l'un des États parties sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale, et elle fera l'objet d'une action collective immédiate. En attendant de connaître la réelle mission de la SAMIDRC, reste à savoir si elle sera accueillie de la même manière. Les forces de l'EAC ayant fait l'objet de plusieurs manifestations et de contestations au cours de l'année passée. Cette force est-africaine a été accusée de complicité avec les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le pays de Paul Kagame est accusé par les Nations Unies d'appuyer en hommes et en matériel le M23. Pour la troisième fois en un peu plus d'un an, les experts de l'ONU affirment que le Rwanda soutient ce mouvement rebelle. Ils disent disposer des preuves d'intervention directe et de renfort des troupes, assurées par les forces de défense rwandaises dans les territoires de Masisi, Rutshuru et de Nyiragongo, où les soldats rwandais provenant de 5 bataillons ont été déployés depuis le début du mois d'octobre. Ceci démontre l'immensité du défi que doit relever le président de la République pour pacifier cette partie du pays et sécuriser toute la nation. Félix Tshisekedi peut également compter sur le Burundi, une nation membre de l'EAC, qui se comporte en ami proche de la RDC. En août dernier, un accord de coopération militaire a été signé entre les deux pays. Cet accord prévoit l'engagement à poursuivre et à intensifier les opérations militaires conjointes pour combattre toute forme de violence sur le territoire de l'un ou de l'autre. La situation sécuritaire étant telle, les populations civiles quittent massivement leurs terres et leurs demeures en direction de régions plus paisibles et plus vivables. Selon les organisations internationales humanitaires, les chiffres sont alarmants. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires,
Sur les 6 300 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, 5 500 000 sont concentrées. Plus de 500 000 personnes ont fui leur foyer suite à la reprise des hostilités entre les M23 et les forces armées congolaises depuis le début d'octobre. Ces déplacements massifs des populations contribuent selon la même source à l'aggravation des risques sanitaires comme l'amplification de maladies déjà existantes telles que la rougeole, le choléra, mais aussi l'amplification de violences d'une autre dimension touchant le genre et l'exploitation sexuelle. Pendant ce temps, les affrontements ont continué entre l'armée rwandaise et la coalition M23 RDF dans le territoire de Masisi au Nord Kivu, une province placée sous état de siège depuis mai 2021. La lourde tâche qui attend le prochain gouvernement est de mettre en place des stratégies militaires solides et de mieux définir les objectifs et la mission avec les forces étrangères présentes à côté des FARDC, afin de pacifier cette partie de la RDC. L'insécurité en RDC, statu quo ou évolution? Je crois qu'il y a une évolution qui est due à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que durant le premier mandat du chef de l'État, il s'est attelé à ce qui est la formation. Souvenez-vous, il avait fait un appel à ce que la jeunesse congolaise puisse rejoindre nos forces armées. Il a été entendu. Et ces jeunes, ainsi que d'autres, ont été formés dans plusieurs pays, dont je n'aimerais pas citer ici les références, mais je crois que ceux qui circulent dans la ville de Kinshasa et ailleurs voient aujourd'hui que nous avons des militaires qui sont disciplinés, des militaires qui sont équipés et surtout une armée qui a une volonté d'en découdre une fois pour toutes avec cet oppresseur qui nous vient de l'autre côté de notre frontière, c'est-à-dire le Rwanda au travers de son armée. Mais à côté de cela également, madame, je me souviens de ce qu'a déclaré le chef de l'État pendant sa campagne pour dire au peuple congolais que à la prochaine attaque, il ira devant le Congrès pour demander une autorisation pour que nous puissions entrer en guerre. Nous qui le connaissons... C'est-à-dire que si c'est le cas, on devra attendre au mois de mars. Madame, c'est pour dire, enfin, pour ceux des battants en guerre dont je fais partie, je me dis, enfin, le voisin est au courant que quelque chose de grave va lui tomber sur la tête. Nous avons des drones, nous avons des appareils, nous avons des avions, nous avons l'équipement qu'il faut. Et souvent, je le cite un exemple, vous savez, entre Goma et Kigali, il y a moins de 160 km. En principe. C'est-à-dire, lorsqu'un avion de chasse décolle, c'est en moins de 5 minutes qu'il sera de l'autre côté. Il peut faire son travail et revenir. N'oublions pas que le Rwanda, c'est un petit pays, c'est la dimension de quoi, de grandes communes de Kinshasa. Qui nous fait boire du noir. Qui nous fait boire du noir parce que, madame, depuis des décennies, le Rwanda s'est organisé pour nous infiltrer. Vous savez, cette infiltration est arrivée dans les méandres de notre société à presque tous les niveaux. On a aujourd'hui des personnes et des personnalités à la nationalité très douteuse qui portent certes des noms congolais, mais lorsque vous regardez, excusez-moi, je ne vois pas de délit de faciès, mais lorsque vous les regardez, vous avez quelques doutes quant à leurs origines. Tout ce qu'il y a eu comme démobilisation, réinsertion au sein de l'armée nous a amené pas mal de rebelles. Aujourd'hui, on a une pléthore d'officiers qui n'ont pas le niveau, qui sont appelés officiers certes, mais qui étaient d'anciens rebelles, qui ne connaissent pas la topographie militaire, qui ne sont passés dans aucune école militaire. Et vous en avez certains qui encore, jusqu'à ce jour, font partie de l'élite de notre armée. Sans oublier tous ceux qui sont infiltrés, qui vendent matin, midi, soir des informations à l'ennemi. Ça va prendre du temps, certes, maman, pour déloger, pour découvrir toutes ces personnes, mais je crois que la volonté du chef de l'État, elle est là, elle est exprimée. Et je crois que dans les jours, semaines à venir, dès que le Parlement est mis sur pied, je crois que ça va être parmi les premières décisions si le Rwanda ne recule pas. Je vous informe ici, madame, que le chef de l'État l'a dit lui-même, qu'un haut cadre des États-Unis était venu le rencontrer pour demander, dans la mesure du possible, que nous puissions... que la RDC puisse entamer un dialogue ouvert avec le Rwanda et trouver une solution pacifique et non une solution de guerre. Donc je crois que si les États, les grands États, étaient sérieux dans ce qui se ferait, dans ce qui se fait aujourd'hui, M. Kagame
et sa petite armée serait vite rentrée chez lui. Mais tout cela, nous savons que derrière tout ceci, il y a les grandes mines, il y a les grands gisements de produits nouveaux que nous ne connaissons. Et nous sommes mauvais négociateurs. Madame, vous savez, il y a certaines choses qu'on négocie et d'autres pas. Eux-mêmes, les grands vous disent, on ne négocie pas avec un terroriste. Pourquoi veulent-ils que nous puissions négocier avec un agresseur? Aujourd'hui, on le voit, Israël ne négocie pas avec le Hamas. C'est boum, boum, boum tous les jours. Donc, pourquoi l'on nous empêcherait, nous, Congolais, en respectant notre territoire, en respectant ce qui est notre légitimité, que nous puissions attaquer un pays tiers. Vous savez, le jour, madame, où il y aura des bruits de bottes de l'autre côté, vous verrez que tout le monde va se lever pour dire, voilà, Félix Tshisekedi est un va-t-en en guerre, il veut exterminer les Tutsis et autres, alors que ce n'est pas le cas. On oublie qu'il y a plus de 10 millions de morts en RDC depuis. J'aimerais que les Congolais puissent chercher ce qu'on appelle le Mapping Report, qui est sorti en 2000, je crois, en 2000. Ça 2010. Fait plus de 10 ans maintenant. Voilà, mais madame, dans ce rapport, il y a toute une série de vérités pour lesquelles, à l'international, on n'a jamais rien fait. Quand est-ce qu'il y aura un tribunal international sur le cas du Congo? Parce qu'il impliquerait pas l'arrestation, mais je dirais l'implication de plusieurs présidents et pourquoi pas un procès envers eux. Chef d'état-major, président, en exercice ou qui ont déjà quitté la fonction. Et aussi des gens à l'interne. On va passer au troisième dossier. Je vous en prie, madame.